sa quête sacrée. Vivre sa quête sacrée, c'est aller au plus profond de soi. Il va y avoir des entrevues, il va y avoir des épisodes solo. Et si tu veux laisser un Spotify ou sur Apple Podcast, ça serait vraiment très apprécié. Et je souhaite un beau voyage intérieur, un beau voyage quantique à travers ces épisodes. Merci. Music Life. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je fais encore des entrevues avec des femmes inspirantes. Aujourd'hui, je suis avec Anouk Roussy. Allô, Anouk? Allô? Ça va bien? Très bien, toi-même? Oui, je viens juste te découvrir. Il paraît qu'on vit dans la même région, mais je viens juste te rencontrer. Parle-moi un peu de toi. Ouais, je viens d'arriver dans la région des Kootenays, en Colombie-Britannique. Puis dans la dernière année, j'ai amorcé une transition d'une vie de salarié vers une vie de solopreneur ou d'entrepreneur. Donc, je me consacre à mon nouveau service de coaching transformationnel, puis à développer aussi une pratique artistique. OK, ça consiste en quoi exactement? C'est c'est quoi, euh, c'est quoi les thèmes que tu abordes le plus? Au niveau du coaching? Ouais, au niveau du coaching puis du volet artistique aussi, parce que je trouve que ça va aussi dans la vague de l'intuition. Tout à fait. Le coaching, c'est un coaching que j'appelle transformationnel. Donc, mon objectif est de permettre aux gens que j'accompagne de reconnecter avec leur essence sacrée, de reconnecter avec leur puissance, puis leur capacité de créer pour eux afin qu'ils puissent vivre leur vie de rêve. Puis en fait, j'adresse mes services spécifiquement aux personnes qui aiment profondément cette planète, qui sont au service de la nature, qui sont au service des humains, mais pour une raison X, Y, Z, se retrouvent épuisés, se retrouvent insatisfaits ou frustrés. Donc, je focus sur leur donner les moyens de développer un amour de soi qui est inconditionnel, puis la capacité à établir des frontières qui sont claires afin qu'ils puissent être au service tout en, tout en vivant une vie qui est satisfaisante, puis qui est remplie de joie, de créativité, puis qui est remplie d'eux ou d'elles-mêmes. Donc, c'est les grandes lignes. OK, OK. Wow. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Je suis moi-même, je fais partie de cette catégorie de personnes qui aiment profondément cette planète, puis qui a le service dans le cœur. Mais j'ai eu tout un cheminement de guérison où je suis passée d'une place où j'étais au service depuis l'ego à une place où je suis au service depuis le cœur. Puis ça a été des années de thérapie, de développement personnel, de développement spirituel, où j'ai brisé l'illusion que je devais porter le monde sur mes épaules, que je devais, qu'il y avait un devoir quelconque en fait, puis ultimement de vraiment reconnecter avec la nature sacrée de toute chose, la nature spirituelle de toute chose, puis de vraiment intégrer que il n'y a rien à faire. Puis si je suis au service, c'est pas parce que je suis obligée, c'est pas parce que le monde est brisé, c'est pas parce qu'il n'y a rien à sauver, c'est parce que j'ai choisi de m'incarner puis que j'aime profondément être au service de la création, mais que ça passe d'abord et avant tout par ma propre joie. Donc ça a été... Oh, ça, c'est puissant. Juste la dernière phrase, j'en ai des frissons. Ouais, fait que ça a été mon cheminement plus intérieur de guérison puis de transformation. Puis en parallèle de ça, j'avais fait des études pour être éducatrice spécialisée. J'ai travaillé plusieurs années comme intervenante dans toutes sortes de milieux communautaires institutionnels. Puis j'ai vécu des expériences incroyables, puis
des connexions incroyables avec des collègues ou avec des gens que j'ai accompagnés, mais il y a toujours eu une frustration ou une insatisfaction de devoir me conformer à un cadre, de devoir me conformer à des règles qui souvent étaient rigides au-delà de ce que moi j'entendais raisonnable ou nécessaire. Donc, c'est ça, il y a à peu près un an, j'ai fait le choix de faire le saut puis de développer une méthode où je suis au service, mais où c'est moi qui crée les propres règles, puis où, tu sais, un cadre dans lequel je peux être à 100% moi-même, puis où il y a de la liberté, puis de la souveraineté. Wow, wow. Et quel rôle a eu l'intuition dans ton cheminement? Bonne question. Ça fait définitivement partie de mes pratiques quotidiennes maintenant, de prendre le temps d'être à l'écoute de mon intuition, puis de me laisser guider par ce qu'on peut appeler notre être intérieur ou notre âme. Qui connaît les réponses pour nous, qui connaît le chemin pour nous. Donc, c'est une relation que je développe avec moi-même, que j'approfondis avec moi-même. Puis souvent, c'est des signes, c'est des sensations subtiles. Donc, déjà, je dirais peut-être dans les quelques dernières années, peut-être dans les 2, 3 dernières années, j'en suis venue à reconnaître la valeur de cette intuition-là, puis apprendre à vraiment plus l'écouter, à faire confiance, puis à m'autoriser aussi à faire des erreurs parce que il y a la voix de notre intuition à l'intérieur, mais il y a toutes sortes d'autres voix. Il y a la voix de l'ego, il y a on a tous et tout un saboteur à l'intérieur de nous. On a tous et tout un parent critique à l'intérieur de nous. Donc, discerner toutes ces petites voix-là, c'est vraiment un travail de fine sensibilité que je raffine au fur et à mesure du temps. Mais clairement, juste la décision de devenir entrepreneur, c'était purement intuitif. Ma dernière expérience de travail a été assez difficile au niveau relationnel, puis pour moi, il y a eu un moment cette évidence que je ne pouvais pas rester dans le milieu de travail tout en étant authentiquement impliquée. Donc, ça m'a menée à, pour la première fois de ma vie, donner ma démission sur un coup de tête, juste parce que c'était plus du tout aligné avec qui j'étais et ce que je voulais dans un cadre de travail. Décision de vie, est-ce que tu as quitté et tu es venu ici au BC après? Non, il y a eu une couple de mois de transition. J'étais en train de finir mon bac. Puis dans cet élan de c'est pas aligné, ben là, je me suis retrouvée face à une espèce de vide. Puis ça a créé un chaos intérieur d'une anxiété de comme, oh mon Dieu, j'ai démissionné, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien devant moi. Puis dans ce saut dans le vide que j'ai fait, il y a comme eu cette réponse qui était juste présente un matin quand je me suis réveillée. Que, en fait, ce qui m'animait, c'est être au service puis c'est créer. Donc, j'allais tracer ma propre voie comme coach et comme artiste. Puis là, depuis avril, mai de l'année passée, donc il y a approximativement un an, je suis dans ce processus de raffiner ma vision, puis de concrétiser ma vision, tout en restant justement connectée à cette voix intérieure, puis à ce qui me fait vibrer, puis à ce qui fait sens, puis qui est aligné avec mes valeurs. Wow. On a un parcours quand même similaire comme moi aussi, j'ai décidé de suivre mon intuition, puis de changer vraiment de vie, puis d'être coach. Puis je pense que c'est important, tous ceux qui nous écoutent, ça peut faire peur de sauter dans le vide, mais ça vaut la peine. Mm-hmm. Ça vaut la peine, puis c'est vraiment une question d'être à l'écoute de notre cœur, tu sais. Puis des fois, on est très clair avec ce qui nous fait vibrer, ce qu'on souhaite, mais à cause de toutes sortes de croyances limitantes qu'on a intégrées depuis l'enfance, ben il y a des peurs, tu sais, il y a des peurs de manquer, il y a des peurs de ne pas être à la hauteur, il y a des peurs de ne pas
whatever, ce qui pourrait être un obstacle sur notre chemin, mais quand on vient à comprendre qu'on est créateur de notre réalité de par la vibration qu'on offre, qu'on est d'abord avant tout des êtres vibrationnels, bien, on réalise euh, que les obstacles, c'est nous qui les créons à partir des peurs qu'on croit vraies. Fait que si on vient déconstruire ces peurs-là, bien, on ouvre le chemin pour manifester notre vie de rêve, puis manifester une vie qui est vraiment alignée avec ce qu'on pourrait appeler la mission de notre âme. Oh, il y a beaucoup de décisions radicales que je sens de s'écouter là-dedans puis arrêter le discours de peur qu'on peut avoir. Mm-hmm. Mm. Oui, je pense que créer notre vie de rêve passe par des décisions radicales. Décision radicale de choisir, décision radicale de s'aimer soi-même, décision radicale de croire qu'on mérite tout ce à quoi on aspire. Donc ouais, puis tu sais, ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des doutes ou il n'y a pas de vieilles craintes ou croyances qui refont surface, mais à partir du moment... C'est un travail continu à chaque moment, puis c'est un step de plus. Exactement. C'est comme les niveaux de jeu, là. C'est le niveau 1. Exactement. Uh-huh. Mm. Mm. Mais oui, je pense qu'il faut... l'aspect radical est peut-être d'en faire le choix. À partir du moment où tu as fait le choix, tu n'as pas le choix d'y aller all-in. Là. Mm. Ouais. OK. Et tu avais un peu parlé de l'enfant intérieur au début. C'est quoi, comment tu vois ça, toi, ce concept-là de l'enfant intérieur? Mm-hmm. Ben, déjà, c'est une réalité subtile et immatérielle. Donc, tu sais, lui mettre un cadre très précis, je trouverais ça un peu délicat. On peut se ramener peut-être à la notion d'archétype qui a été initiée par Carl Jung, où il y a différentes formes universelles qui sont porteuses de qualités universelles qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous. Donc, on a tous et toutes un enfant intérieur, on a tous et toutes un artiste intérieur, on a tous et toutes un bouffon intérieur, puis c'est comme une communauté qui vit à l'intérieur de nous, puis où l'ego est d'une certaine façon l'espèce d'arbitre entre tout le monde, puis l'espèce de chef d'orchestre. Puis pour moi, l'enfant intérieur, c'est... ben déjà, c'est la porte qui mène à notre âme, justement. C'est comme le gardien de la porte de l'âme, dans la mesure où c'est l'enfant en nous qui est connecté à ce qui nous apporte de la joie, c'est l'enfant en nous qui est connecté à notre créativité, c'est l'enfant en nous qui est tellement désireux de jouer puis de co-créer dans cette existence. Mais ce qui est arrivé avec la plupart de nos enfants intérieurs, c'est qu'on les a mis de côté, soit parce qu'on a vécu des blessures d'enfance qu'on n'a pas été capable de supporter émotionnellement à ce moment-là. Fait que c'était beaucoup plus facile de tasser l'enfant intérieur plutôt que de dealer avec la souffrance. Donc ça peut être un des aspects. Sinon, on vit juste dans un monde qui est très peu accueillant de cet enfant intérieur, qui est un être sensible et vulnérable. Puis on vit dans un monde où on doit produire, où on doit déjà où la sensibilité est de plus en plus remise à l'avant-plan, puis où on est de plus en plus à l'écoute de l'importance de notre monde émotionnel, mais reste que on a un mode opératoire très masculin, très mental, où on doit produire des résultats. Puis où des fois, nos caprices ou nos sensibilités sont justement perçus comme, je l'ai dit, là, capricieux, alors qu'on a besoin d'être à l'écoute de cet espace tellement tendre et sensible et vulnérable à l'intérieur de nous qui permet ensuite d'avoir accès à toutes ces qualités que l'enfant intérieur a à nous offrir dans notre vie.
Souvent, ben moi, j'ai emmené les gens un peu comme dans un jeu de rôle, mais avec l'âme. Puis c'est très dur aux personnes parce qu'il faut y aller avec son enfant intérieur dans ce jeu-là, parce que sinon le mental, il va bloquer. Puis moi, je trouve ça drôle pas drôle, mais il faut que la personne laisse son mental, puis touche à son enfant intérieur. Je trouve ça comme beau. Quand... Mhm. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est important de mentionner par rapport au mental, c'est que le mental, c'est l'outil de l'ego pour avoir l'impression qu'il est en contrôle. Dans un monde où on se sent tellement petit et vulnérable, justement, on passe le relais à l'ego dans l'espoir qu'il va nous protéger. Mais c'est une illusion parce que, ultimement, on n'a pas contrôle de grand-chose, puis notre plus grand pouvoir, c'est justement de laisser aller puis de faire confiance que la vie va répondre à nos besoins puis à nos aspirations. Mais c'est pas le mode de pilotage principal dans notre culture. Mais j'ai espoir On que laisse ça va beaucoup trop de changer. place à l'ego. Mais moi, souvent, qu'est-ce que je dis à mes clientes, c'est, tu sais, l'ego, c'est bon pour, genre, comme la survie, des choses comme ça, puis l'enfant intérieur, tout ça, mais c'est comme l'encadrer aussi, l'ego. Lui laisser de la Mhm. place, mettons, pour faire des factures ou laisser de la place pour faire des... Qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais? Mhm. Pas lui laisser la place tout le temps pour tout. Puis Mhm. laisser la place, des moments dans la semaine, dans la journée, pour ton enfant intérieur, pour ton âme, puis de laisser Mhm. de la place pour la structure, pour les factures, le budget, à l'ego. Tu sais. Mhm. Tu les encodes à des lieux. Mhm. Comme ça, il n'y en a pas un qui embarque sur l'autre, puis il n'y a pas de déséquilibre, puis il y a un équilibre. Mhm. Ouais. Tout à fait. Aurais-tu un mot de la fin pour les auditrices? Euh, Si j'avais un mot de la fin, ça serait vraiment d'inciter les gens qui nous écoutent à se faire confiance. Toutes les réponses sont à l'intérieur d'eux et d'elles. Euh, leur âme connaît le chemin vers leur joie, connaît le chemin vers leur épanouissement. Puis, si on vient juste d'avoir un mot sur l'ego, ben l'ego, son rôle, c'est comme d'envoyer des signaux d'alarme, puis de détecter des dangers. Euh, mais il faut prendre un temps d'arrêt puis vraiment voir est-ce qu'il y a réellement un danger? Puis la plupart du temps, la réponse, c'est non. Puis prendre des risques, ben c'est souvent une porte d'accès vers une vie qui est beaucoup plus épanouissante, puis une porte d'accès vers se laisser surprendre par la magie de cette vie. Donc, faites-vous confiance, puis suivez votre intuition, puis ayez la foi qu'il y a une puissance supérieure, bienveillante, qui veut euh, votre épanouissement, puis votre plus grand bien. Merci beaucoup. À un prochain épisode.